Selam selam. Je vous retrouve pour le dernier épisode de ma série sur l'histoire de l'Éthiopie. Alors pour ceux qui veulent retrouver l'intégralité de la série, je vous ai tout organisé en playlist, mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler d'un point. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a 4 ans, j'aurais jamais imaginé à quel point partager la richesse culturelle de l'Éthiopie deviendrait une aventure aussi intense et passionnante pour moi. Sauf que, pour continuer à produire un contenu de qualité et pour aller encore plus loin, eh bien j'ai besoin de votre soutien. Et pour ça, j'ai créé une page Tipeee où il vous est possible de faire des dons de la somme que vous voulez. Alors concrètement, qu'est-ce que je vais faire avec vos dons? Premièrement, ça va me permettre de financer des documentaires autour de l'Éthiopie et de l'Afrique de l'Est en général. Pour vous donner un exemple concret, en ce moment, je suis en train de plancher sur la réalisation d'un projet autour d'une présentation d'un lieu assez méconnu en France, mais qui est lié intimement et directement à l'Éthiopie. Or, pour y parvenir, je ne vous fais pas de dessin, il faut des sous. Il faut financer les recherches, le déplacement, le défraiement, il faut financer le cadreur, toutes ces choses-là, il faut les payer. Deuxième chose, avoir des dons, ça va me permettre aussi de financer un meilleur matériel. Alors je vous vois directement arriver, mais DST c'est trop facile, tout le monde nous l'a fait, est-ce que tu as vraiment besoin d'une machine de guerre pour faire des montages simples comme les tiens? Alors c'est simple. Écoutez. Non, ce que vous entendez n'est pas un moteur V12 jante chromée, c'est le son littéral de mon ordinateur, surnommé avec douceur le scooter par mes potes. Le truc, c'est que cet ordinateur, il a bientôt 10 ans et que j'utilise des logiciels qui prennent énormément de place et qui demandent des performances accrues, ce qui va fatiguer énormément ce dinosaure à deux doigts de claquer tous les mois. Vous comprendrez aisément qu'il faut que je puisse changer de matériel pour rester efficace. Donc vos dons peuvent me permettre de changer, si ce n'est d'ordinateur, au minimum d'extension pour l'améliorer. Et enfin, dernière raison, l'éléphant dans la pièce est enfin découvert. Faire ces vidéos, c'est une passion pour moi, vraiment. J'aimerais en faire un métier, mais rémunéré. Or, il se trouve que dans le milieu de la création audiovisuelle en France et dans le milieu francophone en général, eh ben, c'est saturé. En plus du fait que les sujets que j'aborde sont de facto assez niches. Je n'ai aucune envie de me restreindre, j'ai aucune envie de parler de sujets bateaux pour être bankable. Et me soutenir financièrement, ben ça me permettrait d'encourager mon travail, mes recherches, mais surtout de produire du travail beaucoup plus qualitatif, en plus de me rémunérer directement. Je vous remets le lien de ma page Tipeee dans la description. Ceci étant dit, très bonne vidéo à tout le monde. Bisous. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Sha 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 la 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 la. Tam 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 tam. Tsigirida. Je vous avais laissé dans l'ancienne vidéo sur le retour d'Haïlé Sélassié en 1941. On entre à partir de ce moment-là dans une nouvelle période qu'on va appeler le Addis Zemen, littéralement le nouveau temps, la nouvelle ère, la nouvelle époque. C'est un renouveau pour le pays qui va devenir un symbole pour les Noirs du monde entier. Plusieurs groupes de libération de l'Éthiopie seront constitués aux États-Unis. Beaucoup de panafricanistes qui prônent l'unité africaine et le retour à la terre-mère vont brandir l'exemple de l'Éthiopie comme un symbole et une puissance de résistance, parfois même en allant jusqu'à encenser Haïlé Sélassié lui-même. Sauf que les Éthiopiens restés sur place ont un point de vue beaucoup plus amer. En effet, Haïlé Sélassié se présente au monde comme étant un grand résistant, alors que, dans les faits, il a quitté le pays et il s'est enfui en exil en Europe jusqu'à la fin de la guerre, en déclarant de grands discours, alors même qu'il n'a pas soutenu les rois qui étaient restés sur place et qui avaient lancé le mouvement des patriotes, la résistance éthiopienne. En effet, aux yeux de certains Éthiopiens, ce sont plutôt les Arbegnosh qui ont réellement aidé à la liberté et qui ont réellement libéré le pays. Or, dans les années 1940, dans le pays, certains anciens ras, donc les anciens rois, qui avaient participé au mouvement des Arbegnosh sont beaucoup plus populaires que l'empereur auprès du peuple. Je vous avais donné l'exemple de Belaï Zeleke dans l'ancienne vidéo. Pendant la seconde guerre italo-éthiopienne, Belaï Zeleke, qui était un noble de la région du Wollo, s'était illustré pour sa résistance et pour ses prouesses militaires face aux Italiens. C'était un leader extrêmement important et l'aura qu'il a dégagé à ce moment-là fit son armée le surnommer Leul, qui signifie prince. C'est un titre de noblesse. Un de ses autres noms était Atsebagulbatu, ce qu'on pourrait traduire par empereur autodidacte, l'empereur qui s'est fait par lui-même, self-made emperor. Sauf que
Belaï Zeleke a toujours refusé cette appellation parce que pour lui, il n'y avait qu'un seul empereur. Et il disait que sa mère l'avait surnommé Belaï, ce qui est déjà assez pour lui. Pour ceux qui ne savent pas, Belaï en amharique signifie au-dessus de tout, le meilleur. À ce moment-là, il était extrêmement populaire auprès du peuple. Le problème, c'est que lorsque Haïlé Sélassié est revenu en Éthiopie, il a bien compris l'impact de tous ces chefs de guerre, et donc il a fait le choix de redistribuer les terres et les royaumes aux différentes races, à la fois pour avoir une mainmise sur les races en question, mais aussi pour les remercier de leurs bons et loyaux services. Sauf que le territoire donné à Belaï Zeleke était un affront pour lui. D'abord, on lui a donné des terres dans le sud du pays, donc pas dans sa région d'origine, le Wollo, et ensuite, la taille de son territoire était ridicule par rapport à ce qu'il possédait avant la guerre. Et en plus de ça, il a vu d'autres races s'approprier ses propres terres. Donc, il a décidé de refuser de se conformer à ce que lui donnait l'empereur, et donc de se rebeller. Après 4 années de cavale, Belaï Zeleke fut exécuté en février 1945, et cette exécution a été un point de départ d'une véritable séparation dans l'opinion publique. La majorité continua à suivre l'empereur comme Abebe Aregai, mais certains, choqués qu'on puisse faire exécuter des héros de guerre, doutèrent alors de la légitimité de Haïlé Sélassié. En 1941 toujours, Haïlé Sélassié, pourtant lui-même à moitié Oromo, décide de faire interdire la langue Afan Oromo, que ce soit écrit ou non. L'idée était d'imposer une seule langue pour tout le territoire, à savoir l'amharique, et donc faciliter les communications. Mais l'interdiction de parler Oromo a été imposée de façon violente et radicale. Aucune autre langue que l'amharique n'était enseignée dans les écoles de l'Empire. Aucune autre langue n'était parlée par les officiels de l'Empire, quand bien même parfois, c'étaient des gens originaires de régions qui n'étaient pas amarophones. Aucune autre langue que l'amharique était reconnue comme langue officielle, ce qui en soi est assez subtil. Ça signifie que pour avoir accès aux études supérieures, à un travail dans l'administration, dans l'armée, vous devez parler l'amharique. Et ça va forcer les Oromos et tous les autres peuples à commencer à amhariser leur nom pour avoir accès à de meilleures professions et donc dénigrer d'une certaine manière, leur propre culture et croyances pour mettre en avant l'orthodoxie éthiopienne et tout le roman national autour de l'Empire. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Empire reprend en main la modernisation de son pays commencée avant. Il fait notamment créer la première ligne d'aviation commerciale d'Afrique, à savoir Ethiopian Airlines en 1945. On investit dans l'éducation du peuple, on augmente le nombre d'hôpitaux, notamment avec des associations américaines et suédoises. Dans les années 40 et 50, le rôle des femmes est remis en question. On pose ouvertement la question de l'éducation des femmes, parce qu'en réalité, leur participation pendant la Seconde Guerre italo-éthiopienne a fait mouche et a réveillé le besoin d'une égalité au moins académique et d'accès aux droits. De nouvelles routes sont construites, de nouvelles voitures débarquent dans le pays, le lycée français Gebre Mariam ouvrira en 47, l'université d'Addis Abeba en 50, le système politique de l'Empire est également en plein changement. Ce qui était une monarchie absolue devient peu à peu une sorte de monarchie constitutionnelle en 55. Il faut bien comprendre qu'à cette époque-là, le Parlement, qui était jusque-là nommé par l'empereur, va se composer maintenant de députés élus par le peuple. Le pouvoir de l'Église orthodoxe diminue puisque l'État peut enfin avoir la main mise sur leurs possessions. Et à l'international, la force de frappe de l'Éthiopie se fait ressentir dans tout le continent, mais aussi au-delà. Il faut bien comprendre qu'avant la guerre, l'empereur pensait pouvoir avoir le même traitement que ses congénères européens, notamment avec la SDN, mais il a compris qu'il n'était pas et ne serait jamais respecté comme une des puissances occidentales. Donc, il a commencé à développer des liens avec des pays hors Europe pendant la conférence de Bandung en 1955, en faisant participer son bataillon impérial à la guerre de Corée, ou même en se rapprochant du Japon. Dans sa philosophie, Haïlé Sélassié voulait démontrer que les pays qui n'étaient pas blancs n'avaient pas besoin de supervision européenne dans leurs relations internationales et qu'il fallait donc rester assez indépendant pour ne pas être pris au piège. Ainsi, il a fait aussi participer l'Éthiopie à des guerres comme le Congo en 1960 après le meurtre de Patrice Lumumba. Il s'est rapproché des mouvements afro-américains, est-asiatiques, iraniens. Il a réussi à faire allier le Maroc et l'Algérie lors de conflits de territoire. Il va également protéger Nelson Mandela en lui faisant faire des papiers éthiopiens et en le faisant s'entraîner. On peut aussi noter la création de l'Union africaine qui a son siège encore aujourd'hui à Addis Abeba, impulsée notamment par Haïlé Sélassié. Même si c'était une coalition de pays africains, on parle quand même d'un pays au centre qui est l'Éthiopie. Le développement du mouvement Rastafari dans les années 60 va également beaucoup aider à marquer son pouvoir politique, notamment avec les chansons de Bob Marley. Dans la Corne de l'Afrique, par contre, le son de cloche n'est pas tout à fait le même.
À la fin de la Seconde Guerre italo-éthiopienne en 1941, l'Italie perd son territoire colonial en Afrique de l'Est. On se rappelle, l'Italie possédait l'actuelle Érythrée et le sud de la Somalie. En 1941, l'Érythrée est cédée de facto à la Grande-Bretagne. Or, l'Empire d'Éthiopie n'a pas accès à la mer, ce qui le freine dans son développement économique. Il fait donc une demande auprès des Britanniques et des Américains pour rattacher la région à l'Empire. En échange de quoi, les deux puissances pourront disposer de leur base militaire. Cette proposition sera acceptée en 1950 et mise en place en 1952. Or, le peuple érythréen, déjà sur place, est assez en colère. Eux pensaient enfin être indépendants après un siècle d'exploitation violente et de colonisation italienne, et ils vont se retrouver encore une fois soumis à un autre pays. Pour nuancer un peu, il faut bien comprendre qu'au départ, l'Érythrée était quand même relativement indépendante, elle avait son propre parlement, sa propre police, sa propre fiscalité, etc. Simplement, sur les papiers, ils étaient éthiopiens. Mais, dès 1953, l'Empire interdit le drapeau érythréen et il fait imposer l'amharique comme langue d'État, ce qui fait que le tigrinya et l'arabe, les deux langues les plus parlées sur le territoire, seront reléguées au second plan. Tout indépendantiste érythréen est menacé de prison. Tout cela, encore une fois, dans le but d'unifier le pays et de renforcer le pouvoir de Haïlé Sélassié. Dans le sud du pays, la région de l'Ogaden, anciennement colonisée par l'Italie, région qui n'a jamais été clairement revendiquée par l'un ou l'autre, est elle aussi cédée à l'Éthiopie par ordre des Britanniques en 1944 et elle est rattachée à la région de Harar. Cette décision est encore une fois prise sans consulter la population somalie déjà sur place qui se retrouve administrativement séparée du reste de la Somalie, alors dominée entièrement par les Britanniques. Si certains habitants de l'Ogaden acceptent ce rattachement à l'Empire, d'autres souhaitent pourtant leur indépendance. Dans le même temps, à la fin des années 40, la Shoah a traumatisé la communauté juive mondiale et elle cherche un refuge pour fuir l'antisémitisme ambiant qui nie encore les massacres. Et elle va donc partir en Palestine mandataire. La communauté internationale, sous l'impulsion des grandes puissances européennes, prévoit donc une partition du territoire entre arabes et juifs, en créant des territoires palestiniens pour les populations autochtones et l'État d'Israël, qui lui sera fondé officiellement en 1948. Dans les années 50, l'État d'Israël proclame la loi du retour, une loi qui autorise tous les juifs du monde à immigrer et à recevoir une citoyenneté de par leur seule judéité. Le fait de revenir sur la terre d'Israël s'appelle l'Aliyah, et c'est une partie importante de la philosophie et de la culture juive. Les juifs des pays arabes, comme les Mizrahi, les Séfarades ou encore les juifs d'Europe, arrivent alors sur le territoire. Dans le cas des Beta Israël, leur immigration est remise en question dès les années 50. Il faut comprendre que le contexte est encore fortement marqué par les pensées racistes et coloniales, même à l'intérieur de cette communauté qui est traumatisée. Même si la communauté juive était et reste très diversifiée, le juif ashkénaze, à savoir d'Europe, était considéré, en tout cas à l'époque, comme le haut de la hiérarchie sociale, tant dans son identité que dans ses rites, mais aussi dans son éducation. Plusieurs communautés juives ont dû abandonner leurs rites pour accepter pleinement la culture ashkénaze, comme les Mizrahi, les juifs d'Arabie, qui ont subi de graves discriminations. Dans le cas des Éthiopiens, malgré leur dévotion et leurs croyances très fortes, comme il est de coutume en Éthiopie, le grand rabbinat de l'époque, soit l'une des plus grandes autorités juives, ne reconnaît pas leur judéité, notamment à cause de leur façon de pratiquer la religion. En effet, les Beta Israël suivent le rite Heimenot, qui est un rite extrêmement spécifique. Ensuite, Ben Gourion et le ministère de la Santé les considèrent comme des risques sanitaires, par pur racisme. On considère que parce qu'ils sont noirs, ils ont probablement plus de maladies tropicales. Mais Isaac Ben-Zvi, alors président d'Israël de l'époque, milite pour leur reconnaissance et est soutenu par plusieurs chercheurs et militants juifs comme Fetlovitch et Alexander Rosenfeld. De l'autre côté, l'Empire éthiopien refuse de laisser partir les Beta Israël parce qu'à l'époque, le sujet de la migration, le sujet de partir dans un autre pays et de ne jamais revenir, est très tabou. C'était pas aussi commun que maintenant. En revanche, l'Empire acceptera sur son sol plusieurs programmes éducatifs et un groupe de jeunes est invité en Israël pour une formation agricole à Kfar Batia. Un centre de formation pour enseignants est aussi créé à Asmara en Érythrée actuelle pour éduquer la communauté en attendant les décisions diplomatiques des deux pays. Une aide médicale sera également proposée par l'État d'Israël et s'implantera dans des villages Beta Israël dans les années 60. Les années 60 commencent à être de plus en plus complexes pour l'empereur, alors dans la soixantaine, avec des revendications politiques de plus en plus audibles. D'abord, en 1960, a eu lieu la tentative de coup d'État contre l'empereur. Et cet événement, il est extrêmement important pour comprendre comment on en arrive à la chute de l'Empire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si l'Empire faisait bonne figure à l'étranger et se modernisait, comme je l'ai dit, le système féodal n'était toujours pas aboli.
Plusieurs famines ont éclaté dans les régions du Wollo et du Tigré, l'impôt sur les paysans est toujours présent, encore pire, plus d'un tiers des terres fertiles du Wollo appartiennent à des propriétaires terriens qui n'en font absolument rien, et pour les autres, comme celle du Danakil, elles sont utilisées pour le coton. La nourriture disponible est exportée par l'Empire et les paysans affamés meurent ou doivent s'exiler vers les villes. Je vous parle beaucoup du nord du pays, mais cette situation elle est assez généralisée. Le fossé entre les nobles et le reste de la population était vraiment immense à l'époque. Bien qu'il soit totalement au courant de cette situation, l'empereur Haïlé Sélassié n'en fait absolument rien, pas plus que sa cour. Et cet appauvrissement de la population va choquer les frères Gelmame et Mengistu Nouaï, dont l'un était gouverneur, et a constaté de lui-même la pauvreté de son propre peuple. Ils décidèrent donc de renverser le régime féodal de l'empereur Haïlé Sélassié. Avec d'autres officiers, ils profitèrent d'un voyage de l'empereur pour prendre le contrôle de la capitale et annoncer un gouvernement réformateur sous le prince héritier Asfawossen. Ils décident de prendre en otage des hauts dignitaires, notamment le fameux Abebe Aregai, chef de guerre résistant, qui mourra dans les attaques. Cependant, le manque de soutien des autres branches de l'armée et la mobilisation des forces loyalistes conduisirent à l'échec du coup d'État. Après des combats meurtriers, Gelmame se suicida tandis que Mengistu fut capturé et exécuté. Bien que cette tentative de coup d'État ait échoué, elle annonçait les tensions croissantes contre la monarchie. Les années 50 et 60 sont marquées par la séparation du monde entre les idéologies capitalistes et communistes avec les deux blocs soviétiques et américains, et l'empire éthiopien se range du côté américain. Dans les années 60, des mouvements étudiants commencent à s'élever avec une idéologie marxiste-léniniste, donc soviétique. En 1965, les étudiants, outrés par les déséquilibres entre les paysans et les nobles, commencent les manifestations en revendiquant la terre pour ceux qui la cultivent, un tournant décisif dans son radicalisme. Dans la même période, les indépendants somaliens de l'Ogaden souhaitent être rattachés à l'État de la Somalie. En 1966, les étudiants ont adopté le slogan « La pauvreté est-elle un crime ?», en affrontant la police pour la première fois lors de la bataille du pont Ras Makonnen. Environ 2000 étudiants ont protesté contre le camp de détention de Sholla et en dénonçant les conditions inhumaines des personnes arrêtées pour mendicité. C'est-à-dire que même être mendiant à l'époque, vous n'aviez pas le droit. Vous étiez considéré comme étant un vagabond. En 1967, le gouvernement a imposé une loi restreignant les manifestations publiques et l'empereur reste silencieux par rapport aux conditions de vie du peuple. Pire encore, en 1971, il s'affiche au festin du siècle chez le Shah iranien et il montre son chien au collier de diamants, le tout en faisant censurer la presse et en réprimant les manifestations étudiantes en Éthiopie. Pour l'année 73 uniquement, 200 000 personnes meurent de faim. L'année 1974 sonne alors la fin du règne pour l'empereur. En janvier 1974, les soldats sous-payés se mutinent et se rallient aux étudiants. En effet, la nouvelle mesure de Haïlé Sélassié et son gouvernement creuse encore plus les inégalités sociales. Pour faire vite, tous les écoliers qui veulent aller au-delà de la primaire devront payer de leur propre poche les études qu'ils veulent faire, ce qui va condamner la grande majorité de la population éthiopienne à rester analphabète. Et si vous êtes paysan, eh bien, vous restez paysan. Il n'y aura aucune sorte d'évolution pour vous, sans aucun accès à l'éducation, voire même à des soins. En février 1974, les chauffeurs de taxi bloquent les routes qui mènent à la capitale pour protester contre l'augmentation du prix du carburant de 50%. Le gouvernement essaie de faire machine arrière en supprimant l'augmentation et en reportant la réforme de l'éducation, mais c'est trop tard. La machine est lancée à pleine vitesse et elle est impossible à arrêter. Toujours en février 1974, les étudiants appellent toutes les classes sociales à la grève générale. Les professeurs d'université établissent une liste de demandes et la présentent. Le mot est lâché. Démocratie. On veut la démocratie. On veut la fin du système féodal, du pouvoir de l'aristocratie, un nouveau code du travail écrit et respecté, une nouvelle répartition des terres, des retraites, un salaire décent et encore beaucoup d'autres mesures. Le 5 mars 1974, les journalistes éthiopiens demandent la fin de la censure de la presse. Le 7 mars 1974, première grève générale de l'histoire de l'Éthiopie.
Le 11 mars, l'Église orthodoxe éthiopienne, qui pourtant ne s'occupe jamais des histoires politiques, démontre son soutien à la grève pillée par le régime. Le même jour, les musulmans éthiopiens les appuient pour demander une liberté de culte et la fin des discriminations institutionnelles contre eux. Le 20 avril, 100 000 personnes se rejoignent pour manifester à Addis Abeba. Le gouvernement et l'empereur font savoir qu'ils n'hésiteront pas à utiliser la force si le calme ne revient pas. L'armée est la seule organisation qui reste encore fidèle à l'empereur officiellement. Mais déjà, plusieurs mutineries ont lieu à Harar, à Asmara, à Balé. Les soldats se rebellent contre les officiers. Mais arrive alors dans le champ de vision politique un terme extrêmement important, le DERG, le comité. C'est un comité qui veut représenter tous les grades et tous les corps de l'armée, créer ainsi une unité pour s'adresser à l'empereur. Mais en réalité, il va accepter de poursuivre toutes les demandes d'arrestation de l'empereur. Et c'est normal, en réalité, les membres du DERG font presque tous partie des hauts dignitaires de l'armée et intimement liés à l'aristocratie éthiopienne. Le 26 juin 1974, des notables, hauts dignitaires, professeurs, aristocrates, tous dans l'entourage de l'empereur, sont arrêtés. Le DERG est complètement désorganisé politiquement. Les revendications ne sont pas claires et il respecte encore les lois de l'ancien régime. Les étudiants et le reste de la population ne les prennent absolument pas au sérieux. Devant la protestation populaire, le DERG n'a qu'une réponse. Le 12 septembre 1974, le DERG fait abdiquer Haïlé Sélassié. C'est la fin d'un règne qui aura duré 44 années. La démocratie éthiopienne fait rêver, régime alors inédit dans cette partie du monde. Se fondent alors de nombreux partis politiques, indépendantistes ou non, qui réclament une meilleure gestion des terres, des libertés, une liberté de culte, de presse, d'expression, de posséder aussi. La réponse du DERG, je pense que vous la connaissez. Le 23 novembre, 60 anciens membres du gouvernement sont tués. Un homme va se distinguer dans le gouvernement, Mengistu Haile Mariam. Il sera le premier et le principal dirigeant du DERG. Quand on regarde de notre point de vue de 2025 la politique de la toute première année du DERG, à savoir 1975, on pourrait se dire que les revendications du peuple ont été écoutées. En effet, les terres sont nationalisées. Dans la loi éthiopienne, il n'est pas possible de posséder une terre, elle est louée par l'État pendant un certain temps aux paysans, ce qui permet, dans l'idée, d'éviter l'esclavagisme et le fermage. Les paysans, les premiers concernés, devaient créer des kébélés, des associations de paysans, dirigés par des comités qui devaient gérer 800 hectares et faire attention à l'application du nouvel ordre. C'est ce qu'on appelle la proclamation 31. Et elle fait partie de la constitution éthiopienne jusqu'à nos jours. Les banques, les compagnies d'assurance, les industries, même étrangères, sont nationalisées pour augmenter les revenus. Mais là où les choses se gâtent, c'est que même en ville, toutes les propriétés vides sont nationalisées et réquisitionnées par l'État. Très vite, le DERG se rapproche de l'URSS, dont l'influence commence à dépasser les frontières. Mais très vite aussi, le DERG, qui disait être un gouvernement provisoire, commence à parler de fonder un parti unique. Et pour éviter les mutineries, il envoie les étudiants et les manifestants potentiels dans des Zemecha, ou dans la langue du DERG, la campagne pour le développement par la coopération. Le Zemecha était censé être une réforme pour l'éducation. Officiellement, les étudiants d'université étaient envoyés pour apprendre à lire et à écrire à des pauvres dans les campagnes, mais aussi pour documenter les différentes cultures, langues, coutumes régionales, pour s'assurer de la transparence et du respect des règles. Mais en réalité, le DERG comptait plutôt faire d'une pierre deux coups. Il comptait éloigner les universitaires des villes, et donc empêcher les réunions de résistance, et en même temps imposer une propagande auprès de paysans illettrés. Un couvre-feu est imposé à Addis Abeba, toute la vie nocturne s'éteint et il durera 18 années. La liberté de la presse, acquise 2 années plus tôt, est supprimée. La milice populaire, un groupe armé, est créé, à l'image de la Stasi, en Allemagne de l'Est. Vous vous doutez bien que beaucoup de mouvements de résistance se sont créés après. Je ne vais vous citer que ceux qui sont encore présents, mais sachez tout de même qu'ils ont tous été extrêmement importants dans l'histoire de l'Éthiopie. Premièrement, le Front de libération du Parti des travailleurs du Tigré, qu'on va appeler le Hawaha. Celui-là date du début des années 70. Selon certaines sources, il se serait fondé comme le résultat de l'exclusion de la région du Tigré depuis les règnes de Ménilek et de Haïlé Sélassié. Pendant la révolution de 74, le parti mobilise les peuples tigréens en faveur de la démocratie. Ne représentant à l'époque que 5% de la population, les Tigréens étaient marginalisés, abandonnés par le pouvoir central. On peut aussi compter le Front de libération Oromo, fondé en 70, qui demandait l'indépendance de la région Oromia. Il revendique
en effet une liberté de culte et la liberté de pratiquer leur culture. Quelque chose qui n'a pas disparu avec la chute de l'Empire, c'est l'amarisation de la population. Les Oromo, par exemple, qui pensaient avoir enfin droit à un renouveau de leur culture, sont toujours obligés d'apprendre l'amharique pour avoir accès à une éducation décente ou encore aux soins. Les Harari à l'Est s'y reconnaîtront d'ailleurs. C'est à peu près les mêmes revendications pour le Front de libération de l'Ogaden, qui sera créé en 84 et qui souhaite l'indépendance de la région majoritairement somalie de l'Ogaden. Il y a aussi et surtout le plus grand ennemi de la dictature du Derg, le parti révolutionnaire du peuple éthiopien, le IHAPA. À la base, au début des années 70, le IHAPA soutenait la révolution éthiopienne, marxistes qu'ils étaient. Mais lorsqu'ils voient ce que devient la révolution dans les mains du Derg, ils décident alors de se désolidariser et de les dénoncer. Et à partir de là, ils seront persécutés, recherchés sans relâche et exécutés. Le réalisateur Haile Gerima a dédié un film entier à ces persécutions, Teza, sorti en 2008. Cette persécution découle d'une définition floue de ce qu'est un vrai révolutionnaire, imposé par le Derg. Et ça, malheureusement, c'est un concept assez connu dans le monde soviétique qui va mener à tous les excès. Démarre alors ce qu'on appellera le Köy Shibir, à savoir la terreur rouge. Parce qu'en réalité, les rafles sont quasiment aléatoires. En 1977, la rumeur qu'une manifestation allait avoir lieu arrive jusqu'aux oreilles du pouvoir. Le Derg ordonne alors de faire arrêter chaque membre soupçonné de faire partie du IHAPA dans les rues d'Addis Abeba. Pendant toute la nuit, des centaines de personnes furent arrêtées, exécutées, enterrées dans des fosses communes. L'armée se promenait dans les rues en jeep avec des mitrailleuses et les déclenchait à l'envi contre des hommes, des femmes, des enfants. On estime que presque 500 000 personnes sont tuées de 1977 à 1979 et qu'environ 1000 de ces morts sont des enfants d'environ 12 à 13 ans. En 1977 a lieu la guerre de l'Ogaden. En profitant de l'instabilité en Éthiopie après la révolution de 1974 et la montée au pouvoir du Derg, la Somalie de Siad Barre envoie en 1977 l'armée nationale somalienne, appuyée par des rebelles du Front de libération de l'Ogaden, pour envahir la région. Initialement, les Somaliens remportèrent plusieurs victoires et contrôlèrent près de 90% de l'Ogaden. Cependant, l'URSS, qui soutenait initialement les deux pays, abandonna la Somalie et se rangea du côté de l'Éthiopie en envoyant une aide militaire massive, notamment avec des soviétiques et 15 000 soldats cubains. Avec ce soutien, l'Éthiopie lança une contre-offensive en début 78 et reprit progressivement le territoire en forçant les troupes somaliennes à se retirer en mars 78. Cette défaite a affaibli durablement la Somalie en déclenchant des tensions internes qui mèneront à la guerre civile de 91. L'Éthiopie, quant à elle, va encore plus renforcer son contrôle sur l'Ogaden, mais malheureusement, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ça va créer une rébellion persistante du Front de libération de l'Ogaden. Les années 80 sont marquées par des famines spectaculaires et des déportations de population. C'est la première fois que les Éthiopiens commencent à immigrer en masse, majoritairement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Israël lancera l'opération Moïse pour sauver les Bêta Israël de la persécution. Si vous voulez un film, il y en a deux que vous pouvez voir, Va-vie et devient et plus récemment Operation Brothers. La guerre d'indépendance de l'Érythrée, région ballottée entre les Britanniques, les Italiens et les Éthiopiens, finit par éclaté. Les partis d'opposition se sont tous soudés contre le Derg, à savoir le Front de libération Oromo, le parti Amara, le Front de libération du Tigré, etc. Ce qui signifiait que presque toutes les régions du pays sont contre le gouvernement, ce qui va encore plus intensifier les rafles. La milice populaire, qui est celle envoyée pour mater les civils, commence à manquer de personnel. Une loi passe pour y remédier. On oblige chaque homme entre 18 et 30 ans à effectuer un service militaire de 6 mois, en allant les recruter dans les villages pauvres, parfois même de force. Dans les années 80, la milice populaire comptait environ 150 000 hommes. En 91, lorsque l'URSS éclate, sans soutien, le pouvoir ne peut être donné qu'au peuple. Mengistu, accusé de génocide, fuit au Zimbabwe, où il est soutenu par le dictateur Mugabe. Il a été condamné à mort pour génocide par contumace, ce que Amnesty International a bien sûr condamné, parce que 2 millions de morts, ça ne justifie pas l'exécution des oppresseurs. Pardon. Donc, la liberté. C'est une libération, mais on ne veut pas rater le coche de la démocratie cette fois-ci. Un gouvernement de transition s'installe, et toutes les ethnies veulent avoir voix au chapitre. Mais dans les années 90, explose aussi l'épidémie de sida. C'est une première pour l'Éthiopie qui n'a jamais vu une épidémie aussi fulgurante, habituée seulement à la malaria ou le paludisme. Énormément d'adultes et de parents meurent en laissant leurs enfants à leurs grands-parents. C'est un choc dans la culture éthiopienne où on est censé prendre soin de ses parents
à l'âge adulte. Énormément d'orphelins sont abandonnés par leurs familles qui ne peuvent pas les assumer. On estime que 2,2 millions de personnes sont atteintes du sida en 2021, ce qui en fait un des plus gros pays séropositifs du monde. On se rappelle quand même que la population éthiopienne est de 120 millions. C'est à ce moment-là que l'Éthiopie devient l'une des destinations les plus prisées pour les parents adoptifs pour chercher des enfants à adopter. En 1995, c'est le début de la République ethno-fédérale d'Éthiopie. Meles Zenawi, un ancien membre du Front démocratique révolutionnaire du peuple éthiopien, devient Premier ministre à la tête de la toute jeune République. Il faut bien comprendre qu'en Éthiopie, le président a presque un rôle d'apparat. Il n'a pas un pouvoir décisionnaire très important. L'homme fort de la République, c'est le Premier ministre. Il était l'un des plus grands personnages de l'Éthiopie moderne. Il a permis, par ses mesures économiques, de redresser les finances du pays. Alors comment il a fait? Premièrement, il a privatisé les compagnies que le Derg avait nationalisées. Ensuite, il a dissous les Zemesha et les Kebele pour que les paysans deviennent individuels de nouveau. Après, il a attiré les investisseurs étrangers en changeant des lois sur la location des terres. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Chine est le plus grand investisseur en Éthiopie devant les Européens. Je rappelle qu'en Éthiopie, il est interdit d'acheter une terre, c'est dans la constitution, donc ça ne peut pas être changé, ça protège un peu le peuple d'être dépossédé de ses terres. C'est notamment parce qu'il a fait ces choix-là que l'Éthiopie pourrait ne pas subir ce que les Ougandais ont vécu il y a quelques années. Pour ceux qui ne savent pas, les Ougandais ont mis en gage leur aéroport au profit de la Chine, et s'ils n'arrivent pas à rembourser leurs dettes aux Chinois, ils perdront leur aéroport. L'Éthiopie, par exemple, en est protégée par leur constitution. Une autre des mesures de Zenawi concernait aussi la liberté de culte. Alors oui, depuis le début, je vous parle de musulmans, chrétiens, juifs, croyances traditionnelles, mais en réalité, très souvent, il n'y avait aucune liberté de culte. Chacun prenait un territoire, imposait sa croyance par la force, quitte à tuer. Sous le gouvernement de Zenawi, cette liberté a été inscrite dans la Constitution. Toutes les interdictions en ce qui concerne les violences sexuelles, en incluant les excisions, ont été mises sur papier, ce qui était déjà une grande avancée. Il a développé l'éducation jusque dans les endroits reculés. Il est le premier dirigeant à penser à l'impact écologique et ainsi développer des mesures pour agir pour le climat. Il y a aussi l'un des événements les plus importants, l'indépendance de l'Érythrée en 93. En effet, Afwerki, le président érythréen actuel, était un compagnon d'armes de Zenawi et il était allé avec son parti contre le Derg en échange de l'indépendance de son pays, ce que Zenawi a accepté. Bon, après, tout n'est pas rose parce qu'en 98, une guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée éclate autour de conflits territoriaux. Zenawi met en place un nouveau système, la République ethno-fédérale. J'ai fait toute une vidéo dessus pour expliquer le système si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i. Mais il faut bien reconnaître un problème. Meles Zenawi a régné sur l'Éthiopie de 91 à 2011. Tous les présidents qui se sont succédés n'ont pas eu un impact aussi important que Zenawi. Il était sur tous les fronts, à l'ONU, des grandes organisations internationales, partout, quitte à s'opposer aux autres, notamment avec l'Égypte au sujet du barrage du Nil. Je pense que vous voyez déjà ce que je veux dire par là. Beaucoup de partisans adverses à Zenawi ont été emprisonnés. La liberté de la presse était censurée, les élections étaient truquées, beaucoup de blogueurs ont été emprisonnés lorsqu'ils critiquaient le gouvernement, on pense notamment aux Zone 9. Les manifestants qui protestaient contre lui ont subi des tirs à balles réelles de l'armée, notamment après les élections de 2005, en faisant des morts et des blessés. Je vous en avais parlé dans la vidéo sur Teddy Afro, mais lui-même a été emprisonné officieusement parce qu'il avait chanté dans ses titres l'unité éthiopienne contre le gouvernement et contre le tribalisme. Meles Zenawi va mourir subitement en 2011 sans qu'on le voie réellement venir. J'espère que ça vous aura un peu éclairé sur ce qui s'est passé avant les événements de ces 10 dernières années. Bien évidemment, c'est un très très gros résumé de ce qui s'est passé en Éthiopie. Je peux pas résumer 2500 ans minimum d'histoire en 20 minutes, c'est pas possible. Donc forcément, je suis passée sur beaucoup de choses. J'ai essayé d'être relativement objective. On m'a fait cette réflexion dans un commentaire. Ma chaîne n'est pas faite pour donner une image idéalisée de l'Éthiopie. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve. Et je ne suis pas là pour vous raconter une histoire incroyable. Je ne suis pas là pour vous dire que la monarchie, c'était absolument parfait pour tout le monde était content. Rappelez-vous, pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait des esclaves. Donc ne soyez pas gênés qu'on puisse parler des mauvaises choses de l'Éthiopie, ça n'a aucun sens. Enfin bref. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée pour ceux qui vont se coucher. C'est l'âme.